Salut, chers parents de l'art de la parentalité. Je suis très très contente de vous accueillir pour cette interview spéciale que j'ai aujourd'hui avec Marie. Marie qui est là de l'autre côté. Salut Marie. Salut, bonjour tout le monde. Marie est l'auteure d'un très très beau livre que j'ai découvert il y a quelques temps, mais que je viens de déguster avec beaucoup de plaisir parce que je suis en plein dedans. Donc Marie est l'auteure du livre intitulé Le Mois d'or. Qui est le mois qui concerne en fait le mois juste après l'accouchement. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, effectivement, on est en train d'attendre notre deuxième grand événement. J'ai mon deuxième petit garçon qui est prévu dans les jours à venir. Donc c'est pour ça que je dis que je suis en plein dedans. Et je suis très très contente que Marie a accepté mon invitation pour l'interview. Parce que j'ai des petites questions à lui poser qui vont directement me servir. Et j'espère à vous aussi. Et si vous connaissez des mamans ou des parents ou même des membres de la famille qui sont justement dans cette phase-là aussi, je vous invite à ne pas hésiter à partager notre interview. Mais voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Marie, peut-être pour qu'elle se présente un petit peu en quelques mots, quelques mots sur le livre. Et moi, j'aimerais bien vous dire ce qui m'a vraiment marqué aussi dans la lecture de ce bel ouvrage. Alors Marie, qui es-tu? Dis-nous un petit peu sur toi. Donc, bien moi, je suis d'abord une femme qui est passée par l'expérience de la maternité et aussi du mois d'or. Donc, j'ai été palpée et animée par cette expérience unique pour chacune d'entre nous et unique aussi dans nos vies. Voilà, sinon j'accompagne aussi les femmes, les couples, les familles dans toute l'aventure de la périnatalité en tant que psychologue clinicienne, que professeure de yoga et puis bien sûr aussi pour se préparer à ce mois d'or et à le vivre aussi pendant. Donc ce mois d'or qui est ces 30 à 40 jours après la naissance d'un enfant et qui est une fenêtre un peu hors du temps et hors du commun pour la femme notamment et pour la famille. C'est très joli cette appellation du mois d'or. Je dois dire que je ne connaissais pas du tout avant d'avoir découvert ton livre. Ton livre que tu as, on va quand même le dire, que tu as coécrit avec Céline Chadelat, qui est une experte en pleine conscience aussi, je pense, notamment, et en nutrition. Elle a aussi pas mal de casquettes. Hein. Et donc, dis-nous peut-être juste quelques mots sur ce mois d'or, ce concept que je ne connaissais pas du tout. C'est très joli comme appellation. Oui, tout à fait. Eh bien, en fait, le terme du mois d'or vient un petit peu de la traduction du chinois, de la médecine chinoise qui accorde une grande, grande importance à cette période de vie-là. Et donc, du coup, moi, c'est un terme qui m'a toujours touchée dès que je l'ai appris parce qu'il vient un petit peu faire sentir l'essence de ce qui se passe à ce moment-là, d'un temps vraiment précieux. De cette fenêtre de vie. C'est vrai qu'on a pu faire l'observation qu'aujourd'hui, dans nos sociétés particulièrement, il n'y a pas vraiment de mots qui définit pleinement ce qu'est cette période-là. C'est-à-dire qu'on parle de post-natal, on parle de post-partum, d'après-accouchement, donc on est avant, on C'est est moins après. glamour, hein. C'est moins glamour et puis ça parle de l'après de quelque chose, mais ça n'a pas un nom en tant que tel. Et du coup, je trouve ça très intéressant de redonner un nom. Il y a Ingrid Baillot qui est aussi une auteure et une professionnelle spécialiste du 4e trimestre qui a notamment relevé ça et qui parle, elle, de dégestation, donc de processus où on sort de la gestation de la grossesse, qui est progressif, qui ne s'arrête pas, hop, 5 minutes après la naissance, ça y est, c'est fini. Il y a vraiment ce processus de sortir de la période de grossesse et sur le plan physiologique, organique, psychologique, identitaire, c'est vraiment tout un chamboulement et qu'il faut accompagner et reconnaître. Donc c'est vrai que voilà, nous, ce terme de mois d'or avec Céline nous parle beaucoup, d'une part parce que tous les apports de la médecine chinoise nous ont aussi énormément apporté, voilà, mais de nombreuses cultures également qui nous ont inspirés et dont on a essayé de faire un petit peu la synthèse et de sortir l'essence pour voir comment on pourrait réactualiser ce qui est encore vraiment vivant dans de nombreuses cultures au travers le monde, d'en sortir l'essentiel et de le rendre tout à fait
actualisable et praticable dans nos vies de femmes modernes aussi, parce que c'est bien cela dont il s'agit, de pouvoir le vivre voilà, dans nos vies actuelles. Moi, je trouve ça vraiment très, très chouette parce que, effectivement, pour ma première grossesse, hein, j'avais fait des cours de préparation à l'accouchement et un tas de choses. Mais pour le mois après, en fait, je n'étais pas du tout préparée. Mais alors, pas du tout. On avait préparé la chambre du bébé et les affaires, mais on, il y avait ni une valorisation, ni aucune conscience qui était spécialement mise pour ce moment juste après. Je savais il peut y avoir de baby blues, qu'il peut y avoir voilà, des périodes difficiles, mais c'était plus vu comme voilà, un truc à traverser, voilà, bah, ça passera quoi. Il faut un peu serrer les dents, faut un peu. Ouais, quelque part, finalement, cette période, elle passe un peu entre les deux. Et c'est vrai que c'est dommage parce que si on la regarde comme quelque chose comme un mois d'or, déjà l'appellation, on se rend compte du caractère précieux que cette période-là peut représenter en fait. Donc c'est vraiment, moi je te remercie à toi et à Céline aussi d'avoir, il y a peut-être d'autres, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est le livre sur lequel je suis tombée qui m'a vraiment mis cette période-là en lumière et qui m'a permis de me préparer. Parce qu'effectivement, par rapport à la première grossesse, ce n'est pas un mois que j'ai vécu facilement. Ça n'a pas été évident. Et du coup, si je ressors deux, trois choses qui m'ont le plus marqué dans le livre, il y a beaucoup de conseils. Hein. Il est très holistique. D'ailleurs, il ne commence pas seulement après l'accouchement. Hein. C'est un livre qui est quand même un peu à cheval sur tout ce qui est encore pendant la grossesse. Est-ce qu'on peut préparer pendant la grossesse, notamment euh, en termes d'activité, mais aussi ce qui est en amont. Hein, moi, par exemple, j'ai découvert la pratique de l'acupuncture. Bon, j'en avais entendu parler, mais effectivement, dans le livre, on en parle un peu que voilà, il y a des choses intéressantes qui peuvent être faites. Et du coup, voilà, donc ça, c'est des choses qu'on met en place encore pendant la grossesse et qui servent à l'accouchement et qui servent aussi, donc ça a des conséquences positives pour après. Mais je dirais ce que je retiens et qui m'a le plus marqué, c'est effectivement, il y a tout un aspect nutrition, en fait, de comment s'alimenter et comment s'organiser pour bien s'alimenter. Donc, on y reviendra un peu tout à l'heure, parce que c'est vrai que voilà, moi j'ai eu le petit, j'avais décidé d'allaiter et puis il fallait organiser la nourriture. Et ce n'était pas évident. Et aller au magasin avec un nouveau-né en pleine période hivernale de grippe, etc., j'y ai jamais pensé, c'est vrai. Et là, le livre apporte quand même un éclairage très intéressant et puis des conseils bien sympas à mettre en place. Donc, c'était vraiment une chose que j'ai vraiment bien retenue. Et une deuxième, et on y reviendra aussi, c'est qu'en fait, dans certaines cultures, il y a tout un village, tout un soutien qui se met en place et que chez nous, on ne connaît pas forcément. Pour l'anecdote, ma maman, elle était venue au moment où, parce qu'on n'habite pas dans la même ville, on habite à 200 km, mais elle était venue au moment où j'étais à l'hôpital pour l'accouchement, mais elle est repartie le jour même où je suis rentrée à la maison. Et j'avais eu une césarienne et du coup, j'avais quand même demandé si elle pouvait rester au moins quelques jours le temps qu'on s'oriente un peu et puis voilà, que moi je m'y retrouve et que j'arrête d'avoir mal, parce que j'ai quand même mal à la cicatrice. Puis pour tout, on ne se retrouve pas forcément que sur les épaules de mon mari non plus, parce qu'il y avait un petit de rien dans l'histoire dont il fallait s'occuper. Et, bien ma maman, elle a refusé. Ils sont partis. Moi, je n'ai pas eu un baby blues, j'ai eu un peu un maman blues, comme j'avais appelé ça. Alors, elle pensait bien faire. Hein. On en a reparlé. Elle s'était dit, voilà, je ne voulais pas être dans le chemin, il fallait que vous preniez vos repères. Mais en fait, je ne l'ai pas bien vécu. Effectivement, au moins les quelques premiers jours, je pense même si, entre guillemets, je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'occupe du bébé, mais en fait, juste avoir cette présence rassurante de savoir que ma maman est là, éventuellement elle fasse une lessive ou qu'elle voilà, prépare un truc à manger, peu importe ce que c'est, mais voilà, un truc chaud, frais, fait maison, ça m'aurait fait vraiment beaucoup de bien. Et donc, dans le livre, j'ai découvert que, en fait, c'est très culturel, c'est très occidental d'être un peu laissé à son sort, si je puis dire, et que dans d'autres cultures, ça ne se passe pas forcément comme ça du tout.
Donc, on en reparlera parce que voilà, de la demande d'aide et comment demander de l'aide, et c'est pas forcément toujours évident. Mais peut-être d'abord un peu, voilà, un peu sur la base de ce ce qui est décrit dans le livre. Quels seraient peut-être 3 conseils que tu me donnerais maintenant, moi qui suis à 1 semaine ou 2 de mon accouchement? Quels seraient trois conseils, ouais, voilà, si je n'ai pas mis en place ou que j'ai peut-être manqué dans la lecture de mon livre, qu'est-ce que tu me conseillerais? Eh bien, beaucoup de choses. Déjà, c'est ce que tu nommais aussi dans ce dont tu étais en train de parler. Moi, on va dire les 3 grands axes qui ressortent autour du mois d'or, il y a justement l'idée de se préparer. Comme tu le disais bien, c'est on n'a pas en tête, on se prépare à la naissance et on n'a pas en tête que l'après, il y a autre chose à préparer qu'un joli petit lit, qu'une jolie petite décoration de chambre ou une poussette ou que sais-je. Et il y a vraiment préparé ce cocon, un petit peu cet espace, on appelle aussi cet espace de maternage chaleureux, préparer le nid en fait dans lequel on va accueillir son bébé et nous-mêmes s'accueillir dans notre nouvel être mère parce qu'en fait on vit soi-même aussi une naissance, la famille renaît aussi à elle-même. Donc il y a tout un ensemble de processus dont il faut prendre soin. Et pour ça, il faut que les choses soient en place. Donc c'est vrai que j'encouragerais à sortir un petit peu de cette erreur souvent faite de on s'en occupera après. Pour l'instant, on se concentre sur la grossesse, la naissance, et puis le reste, on verra plus tard. Bah non. Ce reste-là, pour bien le vivre, il faut s'y préparer. Et en s'y préparant, ça veut dire s'informer déjà de ce qui se joue pendant cette phase de vie-là. Quand on comprend à quel point le processus physiologique peut être intense, mais longtemps, ce qu'on peut traverser autant voilà, dans le corps, dans nos émotions, dans notre identité, dans notre couple, dans notre devenir mère, à quel point c'est waouh, une aventure extraordinaire, parfois chamboulante, parfois merveilleuse, mais dans tous les cas intense et profonde. Dans ces cas-là, on prend conscience de l'importance, une fois s'être informé, d'anticiper pour organiser ce petit nid-là, notamment avec le 3e grand axe qui est de s'entourer. Donc, anticiper, ça veut dire quoi? Ça veut dire identifier, on y reviendra après, hein, mais de qui s'entourer, oser demander, comme on dirait, on pourra y revenir aussi. Mais c'est vraiment là, ça, et anticiper en aménageant son chez-soi pour créer cet espace-là. Ça veut dire qu'au-delà de... ça dépend si on a décidé que son petit soit dans sa chambre à lui ou dans notre chambre, mais je veux dire des choses de base, du lit, la table à langer, bien il y a notre espace à nous. Dans quel cocon on a envie de pouvoir avoir notre bébé là, en peau à peau contre nous. Voilà, est-ce qu'on s'organise un espace notamment dans le salon, dans la salle à manger, enfin dans la pièce de vie en tout cas, parce que c'est vrai que, enfin, un des conseils nous qu'on transmet, c'est le repos, voire l'horizontalité. Et comment on peut en fait aménager ces conseils pratiques dans notre lieu de vie pour vivre ces 30 à 40 jours de manière optimale avec les nôtres, mais aussi dans le respect de ce qui se passe pour nous. Une des décisions, merci Marie, une des décisions que nous, on a prises suite à la lecture du livre, c'est que donc mon mari aura 2 semaines une dizaine de jours là, de congé paternel, ou comme on appelle ça, oui. Qui n'est pas très très long, et après voilà, il retourne, hein, et puis en principe il rentrait à des 18h30, et moi j'étais toute la journée avec le petit, qui en plus en hiver ça fait des journées interminables, parce que voilà, mon premier bébé était de mars, deuxième et du mois de janvier, donc on est quand même en plein hiver, donc il fait noir à 5h, il fait pas très bon pour aller, c'est pas très très recommandé, hein, vous en parlez aussi dans le livre, de s'exposer au courant d'air, au froid là, à cette période d'ouverture. Et en fait, suite effectivement à cette prise de conscience, ce qu'on a fait, c'est que mon mari a pris 2 semaines de congé en plus. Magnifique. Alors, on l'a fait en fait des demi-journées, comme ça, il ne perdait pas trop de congés en même temps non plus, parce qu'on en aura encore besoin, vu qu'on est en tout début d'année. Mais du coup, on s'est dit le matin, il peut y aller. Ça nous structure aussi. De toute façon, le petit, enfin le grand maintenant, va à l'école, donc il faut de toute façon qu'on se lève et qu'on se mette en mouvement. Mais voilà, donc de façon structurée, mon mari va se lever, amener le petit à l'école comme on fait d'habitude, et puis il aura une demi-journée où je pense voilà, on peut nous commencer doucement avec bébé
à se lever, à faire ce qu'on a à faire. Et puis, il rentrera donc du coup vers midi, probablement déjà pour manger avec nous. Ce qui, quand j'imagine, ce sera une dynamique mais complètement différente de ce qu'on a eu quand c'était pas comme ça. Toute la journée, le retour. Ouais. Donc on mangera ensemble, il pourra, voilà, moi, vous recommandez quand même dans le livre, voilà, d'essayer de déléguer au maximum. Oui, Donc effectivement, j'aurai éventuellement, bon après ça dépend peut-être si vraiment à quelle heure il peut vraiment être là, si j'ai vraiment faim, je me ferai probablement réchauffer quelque chose, mais voilà, sinon effectivement il peut revenir, il peut réchauffer quelque chose, préparer un petit quelque chose à manger et complètement autre chose, voilà. Donc ensemble, et puis déjà l'après-midi, voilà, il peut prendre le relais et c'est plus ces longues journées, en tout cas tout le premier mois, toutes ces longues journées à l'attente jusqu'à des 18h30 qui me semblaient, ça je me souviens, vraiment interminables. Ouais. Et puis ça permet ce double axe de déléguer, d'être présent effectivement pour faire réchauffer un repas, pour s'occuper de changer des couches ou de faire enfin voilà, ce qu'il y a à faire dans la maison l'après-midi et en même temps d'être présent voilà, pour que vous viviez aussi vos petits moments dans l'accueil de ce nouveau petit. C'est intéressant, ça donne aussi du temps au couple et voilà, et à l'accueil de ce nouveau-né et ensuite un temps après avec l'aîné qui rentre, mais ça donne du temps privilégié et ça c'est aussi tellement précieux. Ça, c'était vraiment, c'est une des conséquences en fait de la lecture du livre et rien que ça en fait, ça me donne tellement d'enthousiasme. J'appréhende nettement moins cette période-là que par rapport aux souvenirs que j'ai de la première, parce que c'était vraiment pas facile. Et aussi, ils ont souvent cette période, ça dépend peut-être des bébés, mais quand même assez souvent, les crises du soir, là, vers 6-7 heures, où il y a beaucoup de pleurs, hein, ils se déchargent, ils se préparent finalement pour la nuit. Et à l'époque, ça correspondait à l'heure à laquelle mon mari rentrait justement à la maison, mais des fois, ça commençait un peu avant. Et du coup, il rentrait là-dedans et pour lui, c'était dur aussi parce qu'il rentrait avec une femme fatiguée, épuisée et un bébé qui hurlait forcément pendant 1 heure et demie sans vraiment de raison apparente. En tout cas, on n'avait rien d'autre à faire que de se promener avec lui, de le cajoler jusqu'à ce que ça aille mieux. Mais voilà, donc même pour mon mari, ça lui permettra quand même d'avoir une autre expérience que de tomber là-dedans et voilà, de devoir prendre ça à chaud et de se mettre à gérer finalement une femme en pleurs, un bébé en pleurs. Mais c'est intéressant parce que lui, ça lui donne aussi de quoi s'approprier cette nouvelle paternité autrement, enfin, voilà, dans la relation avec ce petit, dans la relation avec toi aussi. Et du coup, plus l'homme aussi trouve ses marques là-dedans, plus il peut être un soutien de qualité aussi. Il va se sentir impuissant, complètement submergé quand il rentre avec effectivement une femme épuisée, un bébé qui pleure. Effectivement, c'est bien à relever aussi que c'est pas le plus facile. Mais ce que tu dis et ce qui me parle beaucoup, c'est que c'est en étant familiarisé, voilà, tu as lu le livre et là vous vous êtes dit on peut prendre des décisions en fonction, ce qu'on n'ose pas faire. Sinon, on se dit, oh, ça va aller, on va gérer, puis 10 jours, c'est déjà bien, ou 11 jours, c'est déjà bien de repos. Ça avait l'air long à l'époque. Hein. Oui, à part qu'en pratique, ça passe tellement rapidement. Donc, je trouve que c'est d'où l'intérêt d'en parler en amont, c'est de prendre la mesure de ça et de prendre des décisions. Là, c'en est une que vous avez prise et qui est un magnifique cadeau que vous faites, quoi. Un beau cadeau qu'on se fait soi-même de naissance, je trouve que de prendre ces décisions-là, s'organiser en fonction. Alors, est-ce que tu aurais un autre conseil? Oh, ben j'en ai plein. Je dirais que donc après ces 3 axes-là, moi, il y a plusieurs, je dirais, il y a 5 notamment points qui ressortent fortement, qui sont en fait, au moment où on se dit qu'est-ce qu'on a envie de favoriser pendant ce mois d'or. Donc, du coup, on peut s'y préparer en amont, mais qu'est-ce qui va être favorisé? Il y a par exemple cette atmosphère de calme, d'harmonie, parce que en fait, il y a différents points qui vont favoriser le bien-être de notre vécu en tant que maman, de pouvoir être le plus en accord, en fluidité avec ce qu'on vit, d'être le plus en pleine conscience aussi avec
avec ce qu'on est en train de traverser, que ce soit merveilleux ou que ce soit plus difficile, mais la façon dont on l'accompagne va être favorisée si le contexte et les bonnes bases sont mises voilà, dès le départ. Donc ces bonnes bases-là, c'est effectivement un environnement calme, tranquille. Donc pour ça, organiser son petit espace, voilà, différer par exemple, si on le sent, après c'est chacun qui voit, hein, c'est ce qui se sent juste pour lui, mais par exemple différer ou limiter les visites. C'est vrai que ça dépend hein, des cultures, mais on a tendance des fois à en avoir beaucoup, même c'est des fois une obligation culturelle d'aller visiter une femme qui vient d'accoucher, alors que bien sûr, amener son soutien, ses mots doux, c'est important. Cependant, des fois, quand on a un défilé à la maternité ou à la maison de personnes qui viennent toute la journée au moment même où on est en train de rencontrer son bébé, s'apprivoiser et qu'on a besoin crucial de se reposer, c'est pas toujours ce qui est le plus à notre service. Surtout qu'à ce moment-là, et c'est une des souffrances aussi des mamans à ce moment-là, c'est que le regard qui a été tout le temps porté sur la femme pendant la grossesse, que ce soit médical ou de Exactement. l'entourage, il se décale de manière tellement rapide. C'est désemparant complètement vers ce petit bébé, ce qu'on comprend très bien, parce que c'est vrai que c'est attirant, un petit bébé comme ça qui naît. Mais je trouve que ça, faut vraiment le remettre complètement réactualiser ça. C'est la maman et le bébé qui doivent avoir toute notre attention, mais surtout pas oublier la maman, voire s'occuper plus de la maman parce qu'elle, elle peut s'occuper du bébé, le papa, il peut s'occuper du bébé aussi, mais vraiment se concentrer sur la maman. Donc, je trouve que le fait de réfléchir en amont à comment on envisage les visites, à quelle fréquence, qui va venir à partir de quand, est-ce qu'on ne peut pas différer ou raccourcir ou donner une atmosphère aux visites. Des fois, quand elles sont un peu plus courtes et qu'on se concentre sur l'essentiel, c'est mieux que si on reste 2 heures et qu'on se met à parler du match de foot et puis qu'au final, non mais c'est vrai, des fois il y a quand on vient d'accoucher et qu'autour de nous il y a une espèce de brouhaha qui parle de tout un tas de choses qui ne nous intéressent pas forcément à ce moment-là et qu'on n'ose pas dire qu'on a besoin de se reposer, ça peut être des moments de grande solitude aussi où on serait censé se sentir entouré et en fait on se sent un petit peu parfois isolé, voire délaissé et ça peut être difficile. Donc réfléchir en amont en couple à la question des visites et commencer à en parler en entourage, ça peut être intéressant pour favoriser ce calme et ce repos, qui est donc un autre point, parce que la femme, pendant les 30 à 40 jours après l'accouchement, elle a besoin d'un repos très, très important, parce qu'il y a un événement énorme qui vient de se passer sur le plan du corps, quelle que soit la manière dont on a accouché, le corps s'est ouvert à donner naissance, donc sur le plan hormonal, articulaire, enfin tout, c'est vraiment un événement, c'est plus qu'un marathon, c'est un exploit. Donc après, il y a vraiment besoin de repos et pas pendant 24 heures, mais bien pendant voilà, un bon mois. Donc on favorise le repos en dormant dès que possible, même si dès que bébé dort, déjà, je pense que c'est vraiment conseillé de dormir à ce moment-là. Ou au moins, si on n'arrive pas à dormir, parce que des fois on stresse, bah oui, mais il faut que je dorme, mais j'arrive pas. Ok, ben, on s'assoit, on se fait une petite relax, on se fait une petite méditation de pleine conscience. En tout cas, on se ressource. Et ça, c'est vraiment important. Donc le repos passe bien sûr par le sommeil, par la relaxation, mais aussi en favorisant l'horizontalité. Notamment, ça c'est des choses qui se font encore beaucoup dans de nombreuses cultures, que la femme puisse être allongée parce que tout simplement la gravité est là. Donc quand on est debout, déjà on fatigue plus, on le sent, mais il y a tous nos organes, tout notre corps qui repèse, qui pèse sur ce périnée, qui a besoin en fait de se refermer, de se retonifier. Et pour ça, quoi de mieux de mettre son corps au repos au maximum, pas 24 sur 24. Mais on n'a tellement pas l'habitude de le faire que si on se met en tête, je le fais quasi tout le temps. On sait bien qu'on ne le fera pas forcément tout le temps, mais ça augmente ces chances-là. Je Voilà. pense qu'il y a aussi ce que tu dis là, ça paraît facile à tenir une semaine. Et je pense que ce qu'on ne se C'est dans rend le pas plan, compte, c'est que la deuxième semaine, à la limite, mais en fait, tout il à fait. faudrait le faire encore la troisième et même la quatrième semaine, en fait. Oui, C'est pas ouais. juste une semaine, voilà, parce que on a tellement l'habitude d'être hyperactif quelque part que c'est très facile de retomber dedans. Donc évidemment, la première semaine, on est un peu, Mm.
pense que c'est assez Et puis, naturel qu'on se repose, mais on voit après, ça comme une réussite. On voit ça comme une réussite. Ça veut dire que dès qu'on sent l'énergie de se remettre debout, de faire ce qu'on a à faire dans notre maison, dans notre vie, on est là, waouh, ça y est, je retrouve mon énergie. Et en fait, ça, c'est un petit peu un piège parce que bien sûr, c'est magnifique de retrouver son énergie. Mais en fait, il faut avoir en tête que si on se met tout de suite dans l'action ou à s'épuiser à ce moment-là, on revide notre réservoir alors qu'on a besoin de le remplir, de le remplir, de le remplir, de le remplir, parce qu'on a un grand défi qui arrive. Au-delà, en plus de la récupération de notre corps, il y a un petit bout qui arrive et il y a des défis tous les jours. Donc, pourquoi à un moment donné se dire, bah ok, je vais dépenser l'énergie que j'ai réussi à récupérer, mais après je retourne à vide. Ça veut dire que s'il se passe quelque chose quand je suis là, c'est difficile. Et là vient toute la fragilité aussi qui est après, sachant qu'on a au niveau émotionnel beaucoup de bouleversements qu'on peut vivre même, enfin voilà, ou des baby blues, ou même tout simplement une restructuration de qui on est, ce qui est énorme. Donc c'est se dire, ok, je récupère de l'énergie, mais je ne vais pas tout de suite la dépenser. Je vais la garder pour me laisser mouvoir, pour reprendre des forces à long terme. En fait, il faut avoir en tête, et c'est là où je trouve que notamment la médecine chinoise, mais d'autres aussi approches, il y a l'Ayurveda puis plein d'autres, favorisent cette période-là, c'est qu'ils disent que ces 30 à 40 premiers jours après la naissance, ça va influer aussi sur toute la santé de la femme pour toute sa vie. Et là, on se dit, ok, ça, bon, ça en c'est un vaut. peu long, mais si je suis un petit peu patiente, si je prends un peu plus d'attention à prendre soin de moi vraiment pendant cette période-là, même si je crois que j'ai récupéré, ok, tant mieux, c'est super. J'ai bien dormi, j'ai fait un bon repas qui m'a donné plein de vitalité. Je me suis reposée, c'est super, mais continue. Continue parce que voilà, en le faisant pendant 30, 40 jours, ça va vraiment aider à ce qu'il y ait une bonne santé, notamment au niveau gynécologique du périnée, qui est quand même, enfin, on parle beaucoup des risques même de descente d'organes ou de prochaines grossesses qui peuvent arriver. On a besoin de cette santé-là, mais bien au-delà, c'est toute la santé globale. Et ça, c'est... Enfin, on se dit, ok, c'est long, mais c'est tellement court en fait pour nous redonner justement cette bonne base pour la suite. Et puis, je pense que c'est toute la relation aussi. Parce que moi, quand je m'observe, surtout avec le premier, c'est quand je suis en basse énergie, en fait, quand je suis Ouais. fatiguée, c'est clair que je suis nettement moins patiente. Les pleurs sont beaucoup plus difficiles. Si je suis bien, que je suis reposée, bah, il pleure. Bah, le pauvre, il pleure. Voilà, je vais voir ce qu'il n'y a pas, quel besoin n'a pas été comblé. Si je suis épuisée du boulot, si en fait, j'ai plus d'énergie, bah, quand il se met à crier pour un truc qui a l'air anecdotique, bah, on est tous pareils, on est hyper irrités, on n'a pas du tout envie d'être dans l'empathie, on a juste envie que ça s'arrête. Et avec un nouveau-né, d'autant plus si on est fatigué. Et voilà, ça peut bien se passer. Puis à un moment donné, 10 jours plus tard, il se met à pleurer aussi de façon un peu voilà, inexplicable. C'est sûr que si on n'a pas la réserve d'énergie, on va être vachement moins patient avec ce petit bout que si voilà, on est bien reposé, qu'on a bien récupéré. Parce que voilà, on n'a pas le contrôle de tout ce qui va s'en suivre en fait. C'est ça, pas du tout. Et à tout moment, il faut se dire que j'essaye de me mettre au maximum de ma réserve parce que bah voilà, comme tu dis, on ne sait pas ce qui va se passer après. Et puis parce que c'est un cercle vicieux aussi, si on n'est pas en réserve d'énergie, on va avoir des réactions différentes par rapport à notre petit. Déjà, on va avoir l'œil moins aiguisé pour pouvoir observer les signes. On sera moins à l'écoute, en fait, normal. Enfin, on sera moins disponible. Et ensuite, la façon dont on y répondra sera différente. Du coup, peut-être que bébé sent aussi qu'on est fatigué, donc peut-être que les pleurs seront encore plus grands, ce qui va nous épuiser encore plus. Et des fois, on rentre un peu dans ce cercle, on a l'impression de plus pouvoir s'en sortir. Et voilà, donc autant se donner toutes les chances. Même, et puis quand on dit on essaye d'être en forme, ça ne veut pas dire qu'on va l'être, parce que des fois, après, il y a une culpabilité qui arrive. Oh, bah voilà, on m'avait dit d'essayer d'être en forme et disponible pour mon bébé et on ne sait pas comment on va vivre les choses. Mais déjà, en mettant des bonnes bases, ça nous donne plus de chance. Voilà. Bah, c'est tout un exercice de détachement aussi, hein. En pleine conscience, on en parle souvent, du contrôle et du lâcher-prise. Tout à fait. Effectivement, C'est une phase où on expérimente tellement ça, à puissance 10 000, on l'expérimente tout au long de la vie, mais je trouve que là, il y a un gros on enjeu justement. ne saura certainement pas tout contrôler, mais comme tu dis, effectivement, des choses qu'on peut contrôler comme essayer de se reposer, se coucher à de bonnes heures, éviter
de rentrer dans la performance, d'avoir une maison nickel, Tout à fait. accueillir des gens de façon nickel avec les petits gâteaux, etc. Voilà, Mm. un peu l'image de Desperate Housewives, hein, qu'on a. Oui, En oui, plus, voilà, culturellement, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées. oui. Voilà, d'essayer de, même si c'est une fois dans sa vie, de vraiment lâcher prise, d'être vraiment en Mm. mode super zen, super cool. Et ça, c'est si tout se passe bien, mais donc de partir sur cette énergie-là et puis de s'improviser finalement en fonction de ce qui va venir, mais pas déjà de pousser loin et en plus devoir s'improviser sur d'autres choses. Parce que là, ça C'est peut ça. être vraiment beaucoup à gérer après. Tout à fait. Et puis pour se laisser vraiment oser aller dans ce non-contrôle, pour être juste dans l'expérience, c'est là où vient justement, donc, comme on en parlait, l'importance de déléguer, parce que plus il y en a d'autres qui vont avoir à contrôler vraiment les besoins de base, enfin, pouvoir qu'on puisse manger, pouvoir que le linge soit un minimum fait, pouvoir que quelqu'un aille chercher un aîné s'il y en a un à l'école, plus ces points un petit peu quand même incontournables là, parce qu'on peut lâcher beaucoup de choses de nos exigences, mais il y a des choses qui restent, voilà, il faut quand même qu'on mange, et c'est d'ailleurs un des points très importants de bien s'alimenter. Il faut quand même que l'aîné, quelqu'un s'en occupe aussi pour les trajets, pour des choses comme ça. Donc, plus ce contrôle, on va le déplacer de nous, plus on va justement se laisser aller dans cette pleine expérience. C'est une bonne transition que tu fais, puis je regarde aussi notre horloge. Oui. On voulait parler un petit peu, c'est un petit peu débriefé là avant notre live. Mm. Euh, c'est donc un point que vous développez pas mal dans le livre, c'est d'aller demander de l'aide, comme tu l'as dit. Et moi, je trouve ça vraiment pas évident. Mm. Parce que, comme j'ai dit, j'ai même demandé à ma propre maman qui, pensant bien faire, me l'a décliné quand même, ce qui n'était pas facile à vivre. Donc, on a envie de se dire, bah, alors je ne demande plus. Oui. Là, pour le deuxième tour, je vais demander à ma belle-maman qui habite bien plus près au niveau des repas. Je m'attendais à quelque chose, mais ouais, bien sûr, et tout, on passera vous déposer quelque chose, vous pouvez passer, prendre. Et non, bizarrement, elle a un peu ri jaune. D'accord. Elle était un peu surprise de ma demande. Mm. Alors, bon, je vais un peu revenir à la charge. Enfin, le message est quand même passé parce qu'ils nous ont invités maintenant en fin de grossesse aussi plusieurs fois à venir manger chez eux pour qu'on n'ait pas la vaisselle à faire, etc. Donc, c'est que le message est quand même passé, même si apparemment le premier réflexe, c'était la surprise. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment demander cette aide? Parce que faut un peu d'humilité, faut un peu oser aussi. Et puis, bon, faut pas mal le prendre si c'est pris de façon comme ça un peu, on va dire, peu enthousiasmante de l'autre côté. Est-ce que tu as un peu une stratégie ou un peu un mindset à avoir pour pas abandonner tout de suite, en fait, non plus? Oui, oui, tout à fait. Alors, une stratégie, non, parce que je pense qu'on a toutes nos freins qui sont différents par rapport à ça. Il y a notamment le fait que, en tout cas, c'est mon sentiment, qu'on est à une époque et dans des cultures où, notamment là, en tant que femme, on a vite fait de prendre cette casquette un petit peu de superwoman qui gère un petit peu toute sa vie, sa carrière, la maison, la relation amoureuse, la vie sociale avec ses amis, et puis en plus la casquette de mère. Donc, on a un petit peu cette tendance à vouloir tout gérer qui, je pense, nuit pas mal à sur pas mal de périodes différentes de vie, je veux dire, mais notamment à ce moment-là, cette casquette-là, il faut vraiment essayer de l'enlever. Moi, je trouve, peut-être de manière trop idéaliste, mais que plus on va justement approfondir cette connaissance de ce qui se passe, des enjeux pendant le mois d'or, plus on va prendre au sérieux le fait que c'est pas le moment de vouloir tout gérer par soi-même. Ça, c'est important. Euh, mais c'est vrai que oser demander de l'aide, c'est pas peu dans nos cultures parce qu'on a cette tendance un petit peu individualiste à chacun gérer un petit peu sa vie, et c'est aussi valorisant de montrer qu'on la gère, voire diminuant d'oser dire que là on va peut-être avoir besoin de soutien, et que effectivement les uns avec les autres même on n'a plus l'habitude de proposer de l'aide là où avant c'était quelque chose de très naturel. Moi je trouve ça intéressant de se décaler un petit peu en observant que dans la majorité des cultures traditionnelles qui ont maintenu justement cette culture des 30 à 40 jours après
la naissance, en fait, l'ensemble, souvent des femmes du village ou enfin, de la communauté, ou en tout cas des femmes qui entourent, vont vraiment entourer la famille, entourer la mère pour qu'elle-même entoure son petit. Et en fait, tout va être mis à disposition pour qu'elle puisse récupérer et favoriser le lien d'attachement entre la mère et l'enfant. Ça veut dire que toutes les tâches vont être faites par d'autres pour que la femme juste se nourrisse, se repose, prenne du temps avec son petit et puisse mettre en place aussi, si elle a choisi l'allaitement, voilà, toute la production du lait qui est quand même aussi un défi à part entière. Donc en fait, je trouve que regarder ces cultures-là, c'est un petit peu se décentrer de nos fonctionnements où chacun est dans sa maison à gérer ses propres affaires et se dire en fait, c'est normal de fonctionner comme ça. C'est juste qu'on s'est déconnecté à un moment donné de ce fonctionnement-là. Alors, ce qui est difficile, c'est que quand on est toute seule à prendre conscience que ça serait important d'être soutenue et que dans d'autres cultures, ça fonctionne comme ça, mais si les gens autour de nous n'ont pas conscience de ça, c'est aussi très difficile de demander. Parce que comme tu dis, des fois on demande, on fait tout ce pas de se dire « Ok, je prends conscience, je fais le pas de demander », ce qui peut quand même être pour certaines d'entre nous assez un exploit à part entière. Et en plus, effectivement, c'est possible que ce ne soit pas reçu. Donc à ce moment-là, il y a deux choses, je trouve, c'est faire tout ce travail d'acceptation, de digestion, d'accueil du fait que, ok, j'ai formulé la demande et peut-être qu'en face, ça n'a pas réagi comme je le souhaitais. Et donc, du coup, de pas forcément en vouloir non plus aux personnes autour d'entre nous et de se dire, ok, mais qui est ok de m'aider. Ça se trouve, ça va pas être la personne qu'on croit, c'est peut-être pas la plus proche, c'est peut-être une amie un peu plus éloignée, mais qui, elle, est sensible à cette question-là, qui va devenir notre petite merveille de cette période de vie-là. Donc, moi, j'invite, je fais des séances avec les couples et avec les femmes pour se préparer au mois d'or. Donc, on prend des temps ensemble et notamment sur le plan pratique, on pose, voilà, que ce soit, enfin, on fait des séances ici. Là, moi, je suis à Nantes et Angers en France ou par Zoom, voilà. Et on prend le temps donc de sensibiliser à tous les enjeux et de se faire carrément des tableaux. Ok, on se fait une liste, on trouve 10 personnes, peut-être 3 personnes de notre famille, mais aussi ça peut être 3 personnes dans notre voisinage ou chez nos collègues. On ouvre un petit peu l'horizon où des fois on se bloque, oh non, je vais quand même pas demander. Ok, on fait la liste. On fait la liste de nos besoins et des personnes qui sont là. Voilà. Et on ne ferme pas les portes. Et ensuite, c'est important de bien choisir aussi ces personnes parce que l'idée, c'est pas juste d'être délégué, c'est de se sentir à l'aise, de pouvoir être soi-même. Donc, il faut aussi que ça ne nous prenne pas plus d'énergie que ça nous en donne. Donc, ça, c'est tout l'équilibre à trouver. Mais je trouve qu'ensuite, la façon dont on va demander, c'est d'ailleurs pour ça, dans le livre, il y a un petit chapitre à la fin. Voilà, il est peut-être question qu'on fasse un petit livret aussi spécialement pour ça dans les temps à venir, pour vraiment passer le message à l'entourage, aux papas, mais aussi aux familles, aux amis, des points fondamentaux à prendre conscience sur ce mois d'or et sur comment on peut aider au mieux en fait. Qu'est-ce qui va le plus aider au niveau de du mindset de l'aidant aussi et du concret. Parce que effectivement, si des fois, enfin, comme tu évoquais ta maman avec une toute belle intention de dire ben, c'est votre moment à vous aussi, ou j'ai peur de gêner, ou voilà, je veux vous laisser prendre vos repères. Mais du coup, il y avait un vrai besoin d'aide. Et ça va être comment on y réfléchit en couple à cette aide-là et comment on va la formuler, même des fois, ça se trouve, par écrit ou en donnant un petit chapitre à lire du livre ou des choses comme ça qui va faire que ça va sensibiliser au-delà de tiens, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux me livrer un repas? Peut-être, mais si les personnes comprennent, là, elles vont se dire ah, mais oui, en fait, parce qu'en fait, souvent, les gens veulent notre bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est recouvert, le bébé est recouvert de cadeaux des fois à la naissance. Mais en fait, il y a tellement d'autres cadeaux à faire. Et si on fait vraiment prendre conscience de ce besoin-là, et pourquoi on demande cette aide-là et dans quel esprit, là, il y a peut-être quelque chose qui peut faire son chemin. Voilà. Mais c'est vraiment, nous, c'est un de nos grands axes de se dire que en fait, c'est toute la société qui doit être sensibilisée à ce mois d'or-là. C'est comme ça que ça peut Non, fonctionner. c'est vrai que comme moi, je ne connaissais pas du tout, enfin, je n'avais pas conscience qu'il y avait un intérêt spécial à cette période-là non plus.
Oui, j'aurais pas pensé à proposer à une amie mon aide, par exemple. c'est ça. Maintenant, après avoir eu le livre, j'ai une amie qui a accouché un peu avant Noël, étant à la maison déjà en congé maternité. Voilà, je lui ai proposé, je dis, écoute, sache que je suis pas loin, que si je peux Mmh. t'aider en faisant des courses, en récupérant ton gant ou quoi que ce soit, je suis encore très mobile, donc n'hésite pas. Après, voilà, même de l'autre côté, elle n'a pas forcément cette conscience-là, donc jusqu'à Ouais. présent, elle n'a pas fait appel à moi, donc j'ai un peu réitéré. Je ne veux pas m'imposer non plus. Donc on est toujours, même avec la bonne volonté, même avec la conscience, c'est encore pas facile. C'est vrai que nos sociétés, on est allé vraiment très loin dans cette individualité, cette autonomie. Et puis voilà, et si on n'y arrive pas, on a l'impression que c'est parce qu'on n'est pas suffisamment bien ou parce qu'on est peut-être paresseux ou Mmh. voilà, j'ai quelque part de me dire voilà, moi je vais être assise là et mon mari ou ma famille va courir autour de moi pour m'aider. J'ai l'impression d'être une petite princesse, j'ai l'impression peut-être d'abuser un Mmh. peu. Et c'est marrant parce que ça embarque très vite, malgré voilà, la connaissance, savoir qu'on le fait dans d'autres cultures. Et pour ceux qui me connaissent, je suis très en conscience aussi. Mais voilà, en m'observant, je vois que c'est des Mmh. réactions Mmh. assez naturelles. Et puis souvent, en fait, comme ça fait plusieurs générations que ça ne s'est plus fait, la réponse qu'on peut obtenir, ce que moi j'ai quand même entendu, c'est ah ouais, mais moi je me suis débrouillée, hein, moi qu'est-ce que tu crois que moi j'ai eu de l'aide voilà, après c'est dommage parce qu'effectivement, bon bah chapeau et vraiment chapeau d'y être Mmh. arrivé, mais est-ce qu'on doit forcément le faire à la dure s'il y a moyen de le faire avec plus de douceur Mmh. pour soi, pour son bébé, voilà, pour son entourage. Puis ça crée des liens aussi, voilà, ça redynamise, je trouve, la communauté, la communauté sociale autour de ça. Et c'est une belle opportunité de renforcer ces liens-là, je pense. Tout à fait. Ça peut même créer des profondeurs dans une relation. Moi, je vois même en tant qu'amie, celle que j'ai pu accompagner pendant ce mois d'or-là, c'est waouh! C'est de Ça rester crée plus un proche. lien profond et une sororité qui se réveille. Et je pense que le monde a bien besoin qu'on réveille tout ça. On va terminer sur un petit point parce on a un petit peu dépassé notre budget temps, mais comme on avait parlé de nutrition, juste un petit peu, c'est vrai que pendant la grossesse, on est quand même bien au courant qu'on doit bien manger de façon équilibrée, etc. Et notamment pour les personnes qui ont des contraintes alimentaires comme moi j'ai eu le diabète gestationnel pour mes 2 grossesses. On a tendance à peut-être vouloir se lâcher une fois qu'on n'a plus ces contraintes-là. Ou bien voilà, de toute façon, on va manquer de temps, on va manquer d'organisation une fois Mm. qu'il y aura un petit bébé dont il faudra s'occuper. Euh, Comment est-ce qu'on se prépare justement à rester quand même au moins encore pendant ce mois-là Parce que comme tu disais, le corps doit récupérer, donc c'est vraiment important qu'on allaite ou pas, voilà, de garder un peu encore, de poursuivre ses bonnes habitudes pour voilà, repartir en fait du bon pied et bien récupérer de l'accouchement. Ouais. Et c'est capital parce que l'alimentation, c'est un des axes clés de la récupération. Ça veut dire que, et on le sent bien d'ailleurs, quand notamment on a mangé un gros repas, par exemple, des fois un peu lourd, la fatigue que nous entraîne la digestion, c'est parfois assez incroyable, hein, le coup de barre de 14 heures, des choses comme ça. C'est marqué, on le sait, la digestion consomme beaucoup d'énergie. Or, justement, une femme qui vient d'accoucher, tout son système digestif, on imagine un petit peu, il y a un bébé qui était là, donc là on est en train de remettre en place tous les organes internes qui ont fonctionné différemment pendant la grossesse et qui doivent reprendre petit à petit et leur place et leur fonctionnement. Donc la digestion en soi est quelque chose de complexe encore pendant le postnatal. Donc il faut prendre soin de ça. Et en même temps, il faut aussi bien s'alimenter pour retrouver de la vitalité et des forces. Donc ça, c'est capital. Donc juste en 2-3 points, ce qu'on conseille en postnatal, c'est notamment de faciliter toute la nourriture qui est cuite et chaude parce que tout simplement elle est beaucoup plus digeste. Le feu de l'estomac voilà, va pas être refroidi par quelque chose de froid ou de cru. Donc vraiment d'aller vers des choses de cuites, de chaudes. Même dans le chaud, il y a parfois des choses un petit peu réchauffantes au niveau des aliments eux-mêmes, par exemple un curry, quelque chose comme ça. Mhm. Les bouillons sont notamment recommandés, bouillon de légumes ou alors si on est en fonction de notre régime alimentaire ou il y a les bouillons de poulet aussi qui sont
qui sont très utilisés, notamment en Asie. Mais voilà, si on est végétarien, on a des bouillons de légumes, c'est très bien. Donc voilà, le chaud, le cuit et aussi de fractionner les repas, ce qui va éviter d'avoir une digestion trop lourde où tout d'un coup, hop, le corps encaisse cette masse alimentaire et a du mal à le traiter. Ça va vraiment favoriser et qu'on puisse capter l'ensemble des nutriments et des vitamines dont on a besoin et qu'on ne se fatigue pas à la digestion. Donc voilà, il y a aussi la bonne alimentation va nous permettre de nous restaurer et de faciliter, si jamais on a fait le choix de l'allaitement, de faciliter la montée de lait et les jours qui viennent. Donc c'est capital et effectivement c'est un gros défi parce que c'est une des périodes de notre vie où on a le moins le temps de nous faire à manger. Donc c'est pour ça que voilà, il faut réfléchir à l'avance, soit en se préparant des bocaux, en congelant chez soi ou en organisant un meal train, enfin des personnes autour de nous qui vont nous apporter des petits plats. Mais en tout cas, il y a vraiment un gros à faire sur ce point-là. Effectivement, il y a tout un passage là-dessus dans le livre. Mm. Nous, on a, pour être honnête, on a quand même eu du mal à mettre ça en place, mais donc, toujours dans la limite de ce qui est possible et on va dire écologique pour soi. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on peut parler aussi d'avoir un peu certaines conserves comme un peu de poisson en conserve, par exemple, pour quand même avoir quelque chose. Nous, ce qu'on a fait notamment, c'est qu'on a acheté des légumes qu'on a nettoyés et Ouais. qu'on a congelés en sachet. Donc, on le fera du coup en frais parce qu'on Oui. préfère qu'en réchauffer. Mais ce qui est fatigant, c'est effectivement d'éplucher les légumes debout dans la cuisine. Comme ça, on prend le sachet, on le met dans l'eau. Après, voilà, ça se Tout à coupe. fait, et on se réduit la tâche nécessaire. Puis après, on va tous avoir des contraintes, des disponibilités différentes. Et si on n'a pas fait ça et qu'il y a personne autour de nous, ou qu'on n'a pas réussi à activer un meal train, bah, il y a aussi des services. Ça dépend où est-ce qu'on habite, mais je pense notamment, moi j'y suis pas non plus, mais à Paris, il y a plusieurs services qui commencent à développer ça au niveau du traiteur en livraison, même spécialisé dans le postnatal. Donc après, ça dépend. Soit on a aussi un gros réseau humain autour de nous, soit on a aussi parfois moyen de se mettre une enveloppe pour cette période-là de vie, où on peut même demander à ce que les cadeaux de naissance, ça soit ça. Ça peut être aussi une aide ménagère, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient. Il y a notamment les doulas, hein, qui sont des accompagnantes non médicales à la grossesse, la naissance et à l'après. Il y a certaines doulas qui proposent aussi ces services-là, de venir faire à manger chez vous avec une nourriture hyper optimisée pour postnatal, qui vont pouvoir aussi être un réconfort sur le plan émotionnel et puis en fonction de chacune ce qu'elle offre ou pas dans ses services, pourquoi pas aider à la maison aussi. Donc ça peut être ça aussi, soit se mettre une enveloppe de côté, soit se faire offrir ça pour les cadeaux de naissance. Et puis du coup, voilà, on a quelqu'un qui soit nous amène quelque chose, soit fait chez nous. Et voilà, il y a plusieurs... Si effectivement, si tout n'est pas couvert, le but n'est pas peut-être nécessairement d'avoir tout le mois couvert pour tous les repas, mais voilà, de ne pas être, en tout cas nous c'est comme ça qu'on l'a conçu, c'est voilà, de ne pas être alourdi par le fait qu'à chaque fois qu'on a faim, qu'il faut tout s'organiser, surtout pas aller peut-être tous les jours ou tous les 2 jours au magasin, de nouveau avec l'exposition voilà, à toutes sortes et stimulants et éventuellement de facteurs qui pourraient voilà, affaiblir le corps. Du coup, savoir des choses à la maison et voilà, d'alterner peut-être des trucs très simples comme voilà, quand on fait un potage, d'en faire suffisamment pour que ça tienne quelques jours. Et puis voilà, griller voilà, du pain complet avec un œuf ou voilà, avoir des légumes frais quand même. Donc, pas forcément très élaboré toujours, mais voilà, d'alterner des choses qui sont faciles, des choses qu'on a congelées, des choses que, voilà, quoi, de temps en temps, on va peut-être cuisiner un petit peu plus en live. Comme j'ai dit, avec l'organisation qu'on a eue avec mon mari, ça va nettement simplifier les choses. C'est ça, qu'il puisse Ouais. être présent. Et puis, c'est comment on combine les différentes solutions. Comme tu dis, voilà, on prépare en avance, on fait des choses simples. Il y a le mari qui est là aussi. Peut-être que si on se dit 2 jours par semaine, parce que c'est ça aussi, pour revenir
à la difficulté de demander de l'aide et aux personnes d'accepter aussi, c'est que si on demande des fois, il y en a, c'est pour elles, ça va être OK de venir 2 semaines à 100% en soutien, mais pour certains, c'est pas possible. Les gens sont pris aussi beaucoup dans leur vie. Mais si on se dit, OK, c'est juste 2 repas par semaine, là déjà pour nous, c'est plus facile de demander de l'aide, pour l'autre, c'est plus facile d'accepter. Donc s'il y a déjà 3 repas qu'on avait prévus en amont pendant notre grossesse qui sont dans nos placards, que il y a notre conjoint qui veut bien faire 3 autres repas où c'est lui qui s'en occupe pendant la semaine, qu'on a une collègue ou une voisine ou une amie, une cousine, bref, qui nous amène 2 repas par semaine pour elle, parce que de toute façon, les gens cuisinent pour eux, donc ils font un peu plus et puis ils nous l'amènent. Et qu'en plus, on a un cadeau de naissance, on a une doula postnatale qui vient une à 2 fois par semaine, au moins les 2-3 premières semaines, bah waouh! En fait, on a de quoi manger pour la semaine. Donc, c'est des fois, avoir une seule solution, ça devient lourd. Et si on combine les solutions, on se dit, ah, en fait, peut-être que ça peut le faire comme ça. Donc, c'est intéressant. Voilà. Voilà, mais en tout cas, c'est des choses toutes simples, mais auxquelles je n'avais jamais pensé. Pourtant, je m'étais bien préparée aussi dans le cadre de la première grossesse. Et Ouais. j'avais lu des livres sur l'accouchement, etc., et la période qui vient juste après. Mais c'était tous des aspects qui étaient restés plus techniques, je vais dire. C'est quand même très pratico-pragmatique. Et c'est vrai que quand on prend conscience, sans de nouveau chercher à aller dans la performance ou tout contrôler, mais il y a quand même moyen de prendre des mesures qui peuvent vraiment simplifier cette période-là, en fait, de rendre ça plus light et du coup, plus sympa, bon, de rentrer plus là-dedans, de plus se connecter à son bébé, voilà, que de s'occuper de choses triviales, mais qui pourtant, voilà, doivent être faites quand même. Mais Oui. voilà, ça permet de se recentrer beaucoup. Ouais, puis c'est, je pense, un des plus beaux cadeaux de naissance qu'on peut s'offrir à soi-même que de prendre À soin de soi. soi-même et à son bébé aussi, parce Tout que à je fait. pense que ces liens d'attachement, ça reste aussi... Mm. c'est des gâteaux, des gâteaux. J'ai faim. Mais oui, c'est Des c'est- cadeaux pour le cœur. pour la Ouais. vie. Et voilà. Marie, je sais que notre temps est vraiment... Là, on a un petit peu dépassé. Non, et toi, tu dois partir. Écoute, je te remercie vraiment grandement de t'être rendu disponible pour parler de ce mois d'or, de cette période. Je pense que si on y met comme on dit, en pleine conscience, ce à quoi on met de l'attention, prend de l'expansion, Mm. je pense que ça peut être vraiment l'occasion de créer une belle bulle d'amour et de bienveillance et juste de douceur autour de soi et de son bébé. Et je dis même peut-être une occasion de renforcer les liens avec les personnes qui nous sont proches. Et je pense que ça gagnerait vraiment à être effectivement disséminé un peu dans nos cultures où voilà, on est toujours en train de courir et d'anticiper déjà la prochaine étape et de profiter de ce mois-là pour peut-être, alors 1 ou 2 fois dans sa vie, nous a fait 1 ou 2 mois dans sa vie, de s'arrêter, de ralentir et de juste faire les choses, voilà, petit pas après l'autre et tout en Mm. douceur. Tout à fait. Et ben, merci à toi, Anne-Marie, parce que c'est justement parce que chacun en parle et se fait porteur un petit peu de ce message via ces canaux avec lui et que tout cela peut servir à toutes les futures mères et tous les futurs bébés et les futures familles qui arrivent. Donc voilà, on est vraiment tous acteurs pour passer le message autour de nous. Donc merci Merci à toi. d'avoir proposé ce beau temps d'échange. Merci. À très bientôt.